Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au premier webinaire du cours au nom de l'équipe du cours en ligne ouvert et massif sur le financement de la biodiversité. Ce cours est offert par l'Initiative pour la finance de la biodiversité Biofin du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en partenariat avec le Programme mondial de la nature pour le développement du PNUD, le Forum NBISAP, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Le soutien financier est assuré par les gouvernements de l'Union européenne, de la Flandre, de la Norvège, de l'Allemagne et de la Suisse, ainsi que par le FEM. Je m'appelle Marco Arlo, je serai votre facilitateur. Je suis expert en finance environnementale pour l'équipe Biofin Global. Nous aurons aussi deux présentateurs dans ce webinaire. Hervé Barois, qui est conseiller technique se focalisant sur la région de l'Afrique ainsi que le Kyrgyzstan. Uvika Bristol, qui est de l'Institut de recherche de l'économie bleue des Seychelles. Nous vous remercions de votre participation à ce premier webinaire intitulé Introduction à la biodiversité et au développement durable. Nous allons donc commencer ce webinaire par une histoire. Cette histoire, c'est celle des tigres en Inde. L'importante question qu'on va se poser ici, c'est le lien entre le développement durable et la protection de la biodiversité. Donc, notre histoire commence dans la réserve de Ranthambore en Inde, la réserve de tigres. Petit rappel sur la démographie de l'Inde, c'est un pays de 1,3 milliard de personnes, et le Rajasthan, qui est la région qui accueille cette réserve des tigres, contient à peu près 72 millions de personnes. Donc, la question intéressante, encore une fois, c'est comment la biodiversité et le développement durable sont-ils corrélés? Et l'exemple du parc Ranthambore est un exemple qui démontre cette corrélation. Ce parc était à l'époque, à l'origine, un parc de chasse luxuriant pour le Maharaja. Le Ranthambore est l'une des premières réserves de tigres dans le pays. Elle ouvre en 1973, alors qu'il n'y a plus que 14 tigres dans la région et qu'ils sont en danger d'extinction. Aujourd'hui, il y a 97 tigres qui vivent dans cette réserve, c'est le plus haut niveau jamais connu, et ce, même s'il y a eu beaucoup d'activités de braconnage qui ont limité cette croissance exponentielle des tigres. De plus, la densité de tigres dans ce parc est utilisée afin de repeupler d'autres réserves de tigres en Inde. Toute conservation de biodiversité doit aller souvent en partenariat avec les communautés locales, qui sont des acteurs clés pour un développement durable. En Ranthambore Park, plusieurs projets ont été développés. Celui que l'on peut citer, par exemple, le programme Village volontaire pour la vie sauvage, où pour maintenir l'intérêt des communautés et améliorer leurs moyens de subsistance, les volontaires reçoivent des honoraires mensuels en fonction de leur expérience. Ces volontaires sont formés par plusieurs experts de la forêt, que ce soit sur comment réagir face à des conflits entre l'homme et la vie sauvage, mais aussi comment aider à monitorer et à mesurer et à prendre toutes les mesures nécessaires pour savoir comment le stock de tigres évolue dans la région. De plus, ce programme a permis l'arrestation de plusieurs braconniers grâce à ces volontaires. Donc, il y a plusieurs formations par des experts et des programmes d'éducation qui sont faits avec ces communautés, des programmes économiques aussi. Un autre programme que l'on peut citer, c'est la réduction de déforestation en distribuant des appareils de cuisson modernes afin d'améliorer aussi le quotidien des femmes de la région qui devaient marcher plusieurs kilomètres afin de récupérer du bois dans la réserve. Et donc, cela amenait à des rencontres entre la vie sauvage et l'homme, mais aussi à une certaine déforestation. Plus de 100 personnes des communautés aux alentours du Ranthambore ont été formées pour devenir guides et rangers dans ce parc, qui est encore une fois ici un bénéfice économique. Et l'énergie renouvelable est utilisée pour plusieurs des postes à l'intérieur de la réserve, des postes pour les rangers. Une chose en plus qui est très importante au Ranthambore Park, c'est que l'héritage culturel est une part importante de cette expérience dans le parc. Il ne faut pas oublier que c'était un ancien terrain de chasse pour le Maharaja, et il y a donc des sites historiques très importants et qui sont préservés aussi par la préservation des tigres.
Ici, ce sont deux graphes qui vont simplement démontrer que la conservation de la biodiversité peut apporter des bénéfices économiques. À gauche, nous voyons l'augmentation de la population des tigres dans le Ranthambore, donc une évolution plutôt linéaire, mais tout de même une grosse augmentation ces dernières années. Et à droite, nous voyons le graphique qui représente le revenu annuel grâce au tourisme de ce parc. Et on peut voir, par exemple, en 2014, une augmentation exponentielle qui est aussi liée avec l'augmentation de la conservation des tigres. Aujourd'hui, le parc est autonome financièrement et les revenus additionnels sont utilisés pour aider d'autres réserves de tigres, mais aussi pour augmenter le taux d'indemnisation pour l'abattage du bétail qui aurait été attaqué par des tigres. Aujourd'hui, ce taux d'indemnisation a doublé. Et quelle est la valeur de services écosystémiques que le tigre protège? La valeur estimée des services écosystémiques du Ranthambore Park est de 131,5 millions de dollars par an. Multiplicateur d'investissement est de 1 à 273, ce qui veut dire que pour chaque dollar investi, 273 dollars de services écosystémiques sont générés. On voit bien qu'il y a donc une dépendance importante des services écosystémiques avec l'économie. Mais pourquoi les tigres disparaissent-ils en Inde? Eh bien, tout d'abord, c'est dû à une perte d'habitat et de fragmentation. Bien sûr, les inégalités, la pauvreté et la forte densité de la population sont une raison importante, ainsi que le braconnage. À présent, prenons une vision un peu plus macro et voyons la situation au niveau du pays. Pourquoi les tigres sont importants pour l'Inde? Eh bien, les tigres sont tout d'abord une espèce phare pour ce pays, mais aussi une espèce parapluie. Cela signifie que, en protégeant le tigre, on protège automatiquement l'écosystème entier dans lequel le tigre évolue. Ainsi, plusieurs animaux sont protégés, mais aussi la qualité de l'eau et d'autres services écosystémiques qui sont liés à cet écosystème. Donc, le tigre en devient un gardien d'un écosystème qui a une grande valeur pour le pays. Ici, c'est une carte qui représente les réserves des tigres en Inde. L'Inde accueille aujourd'hui 70% des tigres dans le monde. Les tigres devraient dépasser les 3000 individus en 2019 contre 2226 en 2015. Toutes les réserves représentent 71 027 km², ce qui représente 2% de l'aire géographique indienne. Mais quelle est la valeur des bénéfices que ces tigres apportent à l'Inde? Eh bien, selon une étude, la valeur ajoutée totale à l'économie de l'Inde est de 24 milliards de dollars. Alors, on rappelle encore une fois que protéger le tigre, ce n'est pas simplement protéger cette espèce, mais aussi un écosystème entier. Le multiplicateur d'investissement en Inde est de 1 pour 350, ce qui signifie que pour chaque dollar investi, 350 dollars de services écosystémiques sont générés. Finalement, l'importance de comprendre ce lien entre la conservation de la biodiversité et le développement durable peut être aussi appréciée à la lueur des 3 objectifs de la Convention pour la diversité biologique. Les 3 objectifs sont la conservation de la biodiversité biologique, l'utilisation durable de ses composants, le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat aux ressources génétiques. Et donc, ce dernier objectif, par exemple, est extrêmement lié aux communautés dont on a parlé plus tôt. Nous espérons donc que vous êtes prêts pour ce MOOC. Et quant à moi, je vais passer la parole à Hervé Parois, donc, qui est expert technique pour Biofin, l'équipe globale, et qui s'utilise donc principalement sur les pays d'Afrique, mais aussi sur le Kyrgyzstan. Hervé, c'est à vous. Merci Marco et bonjour à tous. Bienvenue sur ces premières sessions du MOOC en français. Le monde, il y a 100 ans, était très différent de celui d'aujourd'hui. La population était d'environ 1,7 milliard d'habitants. L'espérance de vie était de 40 ans. Plus de 60% de la population mondiale vivait dans une extrême pauvreté
et au cours des 4 décennies précédentes, plus de 50 millions de personnes sont mortes de famine. Nous avons fait de grands progrès au cours des 100 dernières années et plus encore au cours des 25 dernières années. L'espérance de vie moyenne dans le monde est maintenant supérieure à 70 ans. L'espérance de vie s'est plus accrue au cours des 4 dernières générations que par rapport aux 8000 générations précédentes. De 1990 à 2015, nous avons réussi à réduire la moitié le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et à sortir plus d'1 milliard de personnes de la tyrannie de la pauvreté. Mais les gains du XXe siècle ont été en grande partie aux dépens de l'environnement, avec de graves conséquences. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis sans précédent en matière de nature, de climat et de développement humain. L'augmentation des gaz à effet de serre nous met sur la voie d'un avenir à 3 degrés d'ici 2100. Dans les 10 prochaines années, les éléphants pourraient disparaître à l'état sauvage. Il y a une dégradation, un épuisement et une contamination des sols de 75% des terres de la planète, une perte de la couverture forestière et de l'intégrité des mangroves et des tourbières entraînant le changement climatique, des crises de la qualité de l'eau, de la contamination et la rareté affectent plus de 2 personnes sur 5 dans le monde. L'ampleur et l'impact des catastrophes naturelles augmentent. La biodiversité agricole mondiale devient de moins en moins diversifiée, de moins en moins résistante et de plus en plus menacée. Il y a également un effondrement massif des écosystèmes marins, des récifs et des pêcheries. La pollution par les plastiques et les microplastiques menace notre air, notre sol, nos eaux et nos océans. La perte des droits fonciers autochtones, la mauvaise gouvernance et les inégalités augmentent. Pour s'attaquer à ces problèmes et à bien d'autres, le monde a convenu en 2010 d'un plan stratégique mondial pour la biodiversité à Nagoya au Japon. Le plan stratégique couvre des questions allant des espèces envahissantes aux subventions et incitations, à la production et de la consommation durable, aux aires protégées et à la restauration, parmi de nombreux autres problèmes. Tous les pays, sauf les États-Unis, ont adhéré à ce plan. 5 ans plus tard, en 2015, le monde s'est mis d'accord sur un ensemble d'objectifs ambitieux, l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable. 2 de ces objectifs sont axés sur la nature, le marin et le terrestre. L'objectif 14 est axé sur la pollution marine, la gestion des côtes, l'acidification des océans, la gestion des pêches, la protection du milieu marin, les subventions et d'autres questions. L'objectif 15 concerne la conservation, la restauration, la protection et l'utilisation durable des écosystèmes terrestres et d'eau douce, la protection des espèces menacées, promouvoir le partage équitable des avantages, la lutte contre le braconnage, contrôler les espèces envahissantes et intégrer les valeurs de la biodiversité et des écosystèmes dans les processus de planification nationaux, entre autres problèmes. Les objectifs de développement durable englobent un large éventail d'aspirations sociales, notamment l'éradication de l'extrême pauvreté, l'élimination de la faim, la santé, l'éducation de qualité pour tous, la promotion de l'égalité des sexes, la fourniture d'eau potable et d'assainissement, la garantie d'accès à une énergie propre abordable, aux villes durables, à la production de la consommation durable et la paix et au partenariat. Afin de traduire les engagements mondiaux en plans nationaux, chaque pays a mis en œuvre sa propre feuille de route nationale pour la mise en œuvre de ces engagements dans un document intitulé « Stratégie et plans d'action nationaux pour la diversité biologique ». Ces SPAB constituent le principal instrument de mise en œuvre de la... Presque tous les pays ont mis à jour leurs stratégies et plans d'action nationaux pour la diversité biologique afin de refléter les priorités du plan stratégique mondial. En dépit de ces engagements mondiaux et d'une feuille de route nationale, les progrès en matière de biodiversité n'ont pas été suffisamment rapides pour enrayer les pertes dans le monde. À la suite de toutes ces pressions sur notre monde naturel, nous sommes confrontés à une crise écologique sans précédent que certains appellent la 6e extinction. Nous avons effectivement perdu 10% de la nature en 20 ans.
Nous avons perdu près de 60% de plus de 3000 espèces entre 1970 et 2010. Nous perdons jusqu'à 75% des insectes. Nous sommes sur le point d'avoir plus de plastique dans l'océan d'ici 2050 que la biomasse de poissons. 90% de toutes les pêcheries mondiales sont pleinement ou surexploitées ou se sont complètement effondrées. Chaque année, nous perdons 20 000 éléphants à cause du braconnage. 18 millions d'hectares de la forêt tropicale sont abattus. De plus, ces pertes sont aggravées par le changement climatique. Nous avons maintenant dépassé 400 parties par million de CO2. Ces changements de la biodiversité sont non linéaires et abrupts, dictés par des seuils que nous comprenons à peine, ce qui entraîne des changements de régime dans le monde naturel. Les causes de la perte de la biodiversité interagissent de manière surprenante et imprévisible, ce qui accélère le changement plus que tout autre facteur, comme le puissant cocktail d'incendies, les espèces envahissantes, la chasse et les routes en Amazonie. De nombreux écologistes s'accordent pour dire que nous sommes en train de subir une 6e extinction. Et ces changements ont des conséquences profondes sur notre capacité à naviguer au cours du siècle prochain. Ces pertes affectent profondément la capacité de notre monde à atteindre les objectifs de développement durable et représentent même une menace existentielle pour l'humanité. En effet, au moins la moitié des 169 objectifs de développement durable sont indissociables de la nature, dépendant de celle-ci ou en bénéficiant conjointement. Voici quelques exemples de la manière dont la nature sous-tend le développement. Par exemple, les forêts. Les forêts assurent les moyens de subsistance de 1,5 milliard de personnes, principalement des ruraux pauvres. Les forêts fournissent des médicaments à 4 milliards de personnes dans le monde. 5,5 milliards de personnes dépendent des forêts pour leurs eaux potables. Les forêts fournissent plus du tiers de notre solution climatique. Si nous pensons également à l'agrobiodiversité et les microbes qui vivent dans les sols, nous pouvons voir à quel point la biodiversité est importante pour l'agriculture et les objectifs du développement durable. L'agriculture fournit des moyens de subsistance à 1,3 milliard de personnes, principalement les ruraux pauvres. L'agriculture est la base de la sécurité alimentaire basée sur une utilisation des terres. Les océans et les écosystèmes côtiers jouent également un rôle clé. Les océans assurent 1,6 milliard de personnes, principalement des ruraux pauvres. Les océans fournissent à 4,3 milliards de personnes 15% de leurs protéines. La pêche autonomise les femmes qui représentent 60% de la main-d'œuvre en Inde, 80% des femmes en Afrique de l'Ouest. Les océans et les écosystèmes côtiers séquestrent un tiers de toutes nos émissions de carbone. Malgré les pertes de biodiversité mondiale auxquelles nous sommes confrontés, malgré l'engagement pris au niveau mondial et national de lutter contre la perte de la nature, et malgré la dépendance accablante de notre bien-être à la nature, la biodiversité reste un problème invisible. Il est invisible dans les médias, mais il est également invisible dans les budgets, les plans et les politiques nationaux du monde entier. C'est pourquoi ce cours est extrêmement important. Ce cours traite de la manière de rendre la biodiversité visible à ceux qui détiennent le pouvoir sur les décisions politiques et financières qui l'affectent. Eh bien, merci beaucoup Hervé pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à Uvika Bristol, qui est un agent de recherche à l'Institut de recherche sur l'économie James Michel Blue. Elle fait partie d'une équipe dynamique qui coordonne activement les synergies de recherche entre différents secteurs, en partenariat avec l'Indian Ocean Rim Association. L'équipe se concentre sur le développement d'un réseau de recherche environnementale géré dans l'océan Indien occidental. Uvika est spécialisée dans l'adaptation au changement climatique et la résilience, et elle a participé à des recherches sur le terrain avec des organisations telles que Global Vision International et Green Island Foundation. Merci beaucoup Uvika pour d'accepter de présenter pendant ce webinaire. Eh bien, maintenant c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Uvika Bristol, je travaille en tant que chargée de recherche à l'Institut de recherche sur l'économie bleue de l'Université des Seychelles, situé à Mahé, aux Seychelles.
À l'ordre du jour de la communauté internationale, l'ONU a défini 17 objectifs visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. Ces objectifs, connus sous le nom d'objectifs de développement durable, les ODD, font partie du programme de développement durable à l'horizon 2030 et ont été adoptés par de nombreux dirigeants mondiaux. L'un des objectifs en particulier concerne les océans, l'objectif 14, et à conserver et utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Mais l'accès à un océan de bonne santé, à ses ressources et à ses services peut favoriser la réalisation de beaucoup plus, sinon de tous les objectifs suivants les autres. Les petits États insulaires en développement, en particulier, sont confrontés à de nombreux défis et en matière de développement durable en raison de leur petite taille et de leur superficie réduite, ainsi que de leurs contraintes humaines et financières. Les concepts d'utilisation des ressources océaniques comme moyen de faire progresser le programme de développement durable a été officialisé en tant que concept global en 2012 lors de la conférence des Nations Unies Rio Plus 20 sur le développement durable. La troisième conférence des petits États insulaires en développement qui s'est tenue à Samoa en 2014 a permis aux pays insulaires d'exprimer leurs points communs et de souligner l'importance de la mise en valeur des ressources océaniques pour améliorer leurs moyens de subsistance et leur bien-être, ainsi que celui de la communauté mondiale. L'économie bleue est un concept qui met l'accent sur les efforts de développement durable en matière d'utilisation des ressources et des services côtiers et océaniques d'une manière innovante et durable dans l'intérêt de tous. La clé de ce concept est de maintenir ou d'améliorer l'intérêt de ces écosystèmes. Le développement de ce domaine doit être géré grâce à une prise de décision informée, à l'élaboration des politiques et à des plans de gestion qui permettent aux écosystèmes sains de continuer à offrir des services aux générations futures. Voici des secteurs clés pour l'économie bleue. Voici les visions d'économie bleue et les principes. Les Seychelles ont l'un des leaders mondiaux dans la promotion du programme pour l'économie bleue, notamment l'initiative de planification spatiale marine, les MSP, les fonds de conservation et d'adaptation au climat des Seychelles, C4, et la feuille de route pour l'économie bleue des Seychelles. En fait, les MSP est l'initiative de planification et la gestion de l'utilisation durable et à long terme et la zone économique exclusive des Seychelles qui est 1,4 million de carrés. La feuille de route de l'économie bleue a été approuvée le 31 janvier 2018 et lancée officiellement le 11 octobre 2018 avec l'aide de l'équipe du Commonwealth. Au début de cette année, la feuille de route a été analysée et les principales actions politiques identifiées, de même que les organisations ou départements qui devront les mettre en œuvre. Les synergies sont en cours d'exploration entre la feuille de route et d'autres organismes régionaux tels que le CDAA, les ODE, les COMESA, la CEA, l'agenda 2063 de l'UA et des autres. Le département de l'économie bleue élabore actuellement les plans de mise en œuvre et de opérationnalisation. Voici quelques initiatives spécifiques des Seychelles liées à l'économie bleue. UNICEF Berry collabore avec divers partenaires nationaux et internationaux afin de permettre des recherches soutenant le développement durable axées sur les océans et la gestion adaptative en vue de leur avancée. Voici quelques exemples. L'économie bleue doit être prendre en compte le bien social, écologique et économique. Elle concerne toutes les disciplines et tous les secteurs et exige une synergie et une collaboration pour être durable. Merci. N'hésitez pas à poser des questions. Très bien, merci beaucoup, Vika. Merci pour cette présentation. Nous aimerions remercier l'Institut de recherche sur l'économie bleue des Seychelles pour avoir participé à ce MOOC et nous avoir donné
des ressources aussi pour les participants. Nous invitons donc tous les participants à partager leur opinion sur le webinaire, dans la salle de cours du MOOC. Nous attendons tous vos commentaires avec impatience. Les facilitateurs répondront à vos questions. Si vous connaissez quelqu'un intéressé par l'inscription au cours et qui ne l'a pas encore fait, nous vous rappelons que l'inscription est toujours ouverte et que vous pouvez communiquer le lien du cours. Nous espérons aussi vous voir mercredi prochain, le 24 avril, pour la deuxième session de webinaire. Ce webinaire du 24 avril sera fait en ligne. Nous nous excusons encore pour les problèmes techniques qui ont fait que nous devons faire ce premier webinaire en enregistrement. Nous vous invitons aussi à visiter le site Learning for Nature ou suivre Learning for Nature sur Facebook et Twitter, ainsi que Biofin. Merci d'avoir rejoint la session d'aujourd'hui et à la semaine prochaine ou sur le cours